Eh bien donc, rebonjour et bienvenue sur cette nouvelle session du forum Grand Nord Digital, cette fois-ci avec le sujet des villes intelligentes. Comme je disais il y a quelques secondes, on parle beaucoup des villes intelligentes et en fait le sujet n'est pas neuf. Le sujet a commencé il y a à peu près une dizaine d'années dans un certain nombre d'universités, principalement d'ailleurs françaises, européennes pour la plupart, viennoises également, beaucoup sur l'Autriche. Le sujet de la ville intelligente, c'était de se dire la ville avec d'une part la transition numérique qui est en train d'arriver et qui n'est pas encore très forte au niveau, très prégnante au niveau de la ville, avec d'autre part les réformes sociétales, avec également la nouvelle économie qui est en train de se mettre en place, l'économie du partage, l'économie des communs sociaux. Qu'est-ce qui va se passer? Comment celle-ci va-t-elle évoluer? Et très rapidement, aussi avec ce qui s'est passé à Fukushima et avec les décisions prises par certains pays d'abandonner tout au moins partiellement le nucléaire ou d'aller vers plus d'énergie propre et de plus de durabilité au niveau de la ville, il y a eu une transformation qui s'est mise en place et on a commencé à voir fleurir tout un tas d'initiatives, que ce soit en matière d'énergie, que ce soit en matière de partage, que ce soit en matière de transport multimodal, que ce soit en matière de tout simplement de permaculture et de fermes urbaines, donc un vaste panorama. Alors on a décidé d'aller plus loin aujourd'hui, beaucoup plus loin, avec d'une part Jawad Zemouri qui est professeur à Lille 1 et d'autre part Issam Charour que vous connaissez bien puisque vous pouvez le voir également sur le démonstrateur avec le projet Sunrise, avec certains éléments du projet Sunrise justement, qui est plus qu'un projet maintenant, qui est quand même quelque chose de tout à fait opérationnel. On a décidé d'aller, et qui est par ailleurs professeur à Polytech, nous avons décidé d'aller plus loin pour tenter de vous présenter une sorte de, comment dire, de vision ou d'aperçu, de cliché de ce que pourrait être la ville intelligente d'ici 2030. Alors moi je vais commencer, je m'appelle Michel Rousseau. Dans la vie réelle, je suis rédacteur en chef d'un quotidien sur les villes intelligentes qui s'appelle Smart-C, Smart-C. Vous googlez ça et vous trouverez à peu près 1 millier d'articles disponibles en français, qui plus est. Et aujourd'hui, je suis tout simplement le directeur général des services de la mégalopole Grand Paris-Le Havre, qui compte à peu près 32 millions d'habitants en ce beau printemps 2030. Et je dois prononcer cet après-midi le discours sur l'état de l'agglomération qui va nous permettre de voir à peu près comment effectivement l'évolution s'est faite au niveau de la gestion de l'ensemble des services urbains et municipaux pour cette méga agglomération, pour cette mégalopole. Alors j'ai eu un problème ce matin, il se trouve que le bus électrique qui devait passer me prendre devant ma porte a eu un problème de condensateur et n'a pas pu me prendre. J'ai pu me faire livrer par un drone de livraison, c'est une moto sans pilote, un coffret de téléprésence. C'est un coffret dans lequel il suffit d'appuyer sur un bouton, ça capte votre visage, votre format, et cela reproduit sous forme d'un gel à cristaux liquides votre silhouette, et ceci est transmis sur d'autres coffrets à l'endroit où vous devez avoir la téléprésence et donc la conférence en question. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées en fait au niveau de la municipalité, de cette gigantesque municipalité. D'une part, nous avons la chance depuis 3 ans maintenant d'avoir Adilia. Adilia, c'est notre intelligence artificielle territoriale qui se décline sur le plan local et qui, en fait, a dégagé au niveau des mairies toutes les tâches répétitives, que ce soit au niveau de la délivrance des passeports, que ce soit au niveau des formulaires, que ce soit au niveau de tout ce qui est établissement réellement de choses qui pouvaient être déléguées, qui étaient totalement répétées par un personnel que nous avons décidé de former plus avant. De ce fait, nous avons donc créé de nouvelles équipes, puisque nous sommes forts maintenant d'un réseau d'un peu plus de 30 millions de capteurs sur l'ensemble de la mégalopole. Ces capteurs qui sont des capteurs aussi bien dans du mobilier connecté urbain pour renseigner en matière de smart tourisme les gens qui viennent visiter Paris, Le Havre et un certain nombre d'autres villes comme Rouen par exemple. Ces capteurs servent également à vérifier le degré de la pollution. Ceci étant
couplés à une flotte maintenant qui compte un peu plus de 2000 drones, certains étant réservés à la surveillance effectivement et à la détection des accidents, les autres étant soit pour détecter des problèmes de fuite thermique sur les bâtiments, soit également pour vérifier tout simplement si un certain nombre de conditions, notamment au niveau pollution, sont remplies ou pas, puisque nous avons par moment des problèmes d'îlots de chaleur sur les températures ayant considérablement augmenté. Il a fallu mettre en place un certain nombre de choses, donc notamment reconstruire la ville sur la ville. Ce que nous avons fait grâce à deux systèmes. D'une part, des imprimantes 3D béton et bois et textile, qui nous ont permis notamment de créer des voiles qui se déplient en été pour pouvoir avoir un peu moins de température dans la ville et réserver donc des zones un peu plus fraîches. D'autre part, ça nous a permis notamment avec l'afflux de réfugiés climatiques de pouvoir construire de nouvelles structures très rapidement, puisque grâce à nos imprimantes béton, les bâtiments provisoires pour les réfugiés sont construits généralement en 2 jours. Que vous dire d'autre? D'une part, la gouvernance de la ville a totalement changé. Nous sommes passés d'un rôle de gouvernant où nous décidions avant toute chose de la façon dont la ville allait évoluer à avant toute chose un rôle de superviseur grâce à un système de partenariat public-privé particulier, puisque la population maintenant a l'occasion, grâce à une application beaucoup plus forte en matière de démocratie locale, d'intervenir. Et ça va être le cas notamment grâce au réseau d'hyperproximité sur la ville. Ceci va nous permettre notamment d'avoir des réactions sur nos orientations telles que nous allons les soumettre cet après-midi à l'ensemble de la population qui habite à l'heure actuelle cette zone. Que vous dire d'autre? Nous sommes heureux d'inaugurer également notre 300e télécabine de télémédecine. Ces télécabines nous permettent notamment pour tout ce qui est petits bobos, petits incidents, brûlures, coupures, simples rhumes, et ainsi de suite, de désencombrer les hôpitaux et de permettre d'avoir à proximité donc des zones dans lesquelles nos habitants vont pour pouvoir exposer leurs problèmes. Les télédiagnostics étant faits par le système que nous avons loué en bail amphithéotique, à savoir le système Watson d'IBM, qui renseigne sur la plupart des maladies bénignes et qui nous accompagne également là-dessus. Dernière chose aussi importante avant que je cède un peu la parole aux autres, le réseau énergétique a été totalement repensé puisque nous avons incorporé, grâce à une efficience énergétique des panneaux solaires qui maintenant frisent les 60%, nous avons créé des systèmes d'aide, non pas de subvention ni de financement particulier, mais de subvention partielle sur le prix des panneaux solaires, de manière à ce que la plupart des immeubles et des particuliers puissent être partiellement autonomes du point de vue énergétique. Voilà, je cède la parole à mes confrères maintenant pour parler un petit peu de cette ville du futur. Ah, j'oublie une chose, je vous ai totalement menti sur ce truc-là, car en fait, tout ce que je viens de vous décrire, je dis bien tout ce que je viens de vous décrire, existe déjà. Soit déjà déployé dans certaines villes, soit à l'état de prototype dans des universités. Merci de votre attention. Bon, merci Michel. Effectivement, imaginez la ville dans 15 ans. C'est à la fois très proche, parce qu'on parle de l'échelle de la ville et la transformation de la ville, on sait bien que ça prend du temps. C'est pas uniquement de la technologie, c'est aussi de la culture. Donc c'est proche, mais en même temps c'est très lointain, parce que la technologie évolue très très vite. Et quand la technologie évolue, elle peut nous amener à un certain nombre de choses qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Et pour commencer, je dirais que la technologie aujourd'hui, avec l'avancée, elle permet de tout faire. Tout pratiquement. On est dans un monde qui est potentiellement complètement connecté. Les personnes sont connectées, les objets sont connectés, les personnes et les objets sont connectés dans les deux sens. Ça veut dire on reçoit, on envoie et on contrôle. Et avec ça, on peut pratiquement contrôler tous les objets qui sont autour de nous. Donc potentiellement, on vit dans ce monde où tout est connecté. Deuxième chose, la ville, c'est ce qu'on veut. Dire aujourd'hui, la ville de demain sont nos priorités d'aujourd'hui. Quelles sont nos priorités d'aujourd'hui? Il y a la priorité de l'environnement, effectivement, qui est liée à la consommation d'énergie, à la pollution, etc. Et là, ça va renvoyer à beaucoup de choses. Le transport urbain, une véritable problématique. La question comment on gère nos réseaux d'énergie, c'est une question importante. Comment on gère l'énergie dans les bâtiments, c'est aussi une question qui est très très importante. Mais on peut parler aussi de l'eau.
De l'eau, de la nourriture. Tout à fait, l'eau aussi, donc une source qui devient de plus en plus rare, qu'il faut protéger. On peut espérer qu'effectivement dans le futur, il n'y a presque pas de fuite d'eau. Et aussi, il y a toute la question qui est liée à la qualité, etc., comment protéger la qualité. Et quand on parle de l'eau, il y a aussi toute la question d'assainissement. Comment faire pour que on récupère le maximum d'eau et éviter tout le problème qu'on a en termes d'inondation, etc. Mais quand on parle aussi des priorités, tu as évoqué la question de la santé. Aussi, c'est une question aussi qui est très importante, la question de la gouvernance. Comment faire pour que le citoyen soit vraiment associé aux décisions. Et s'il veut être associé aux décisions, il faut l'informer. Donc là aussi, c'est une question. Et il y a aussi toute la question qu'on a sur le cadre de vie dans la ville. L'espace public joue aussi un rôle important, c'est le lieu de rencontre. Je parlais aussi de l'éducation, de la culture, etc. Donc je dirais que demain la ville, s'il va être transformée, elle va être transformée dans ces directions qu'on considère qu'elles sont vraiment prioritaires. Donc ce que j'imagine moi dans la ville de demain, déjà c'est une ville qui est plus fluide. On n'a pas tous ces bouchons. Si on travaille de manière intelligente avec la technologie qu'on a, on devrait pouvoir quand même gérer beaucoup mieux ces problèmes de transport, ces problèmes de bouchons, bien sûr avec une meilleure gestion, mais aussi tout ce qui était le travail, etc. C'est des questions qui sont très importantes. Et je pense que c'est l'un des sujets sur lesquels on va s'attaquer, on va pouvoir avancer pour avoir des villes effectivement qui sont beaucoup plus fluides en termes de transport et d'organisation. Deuxième chose, c'est que c'est une ville où on va pouvoir accéder pratiquement à toutes les informations. Accéder aux informations, c'est relativement facile, mais la question, c'est ce qu'on va faire avec ces informations. Comment pouvoir les synthétiser, le rendre abordable et facile pour qu'on puisse les utiliser. Et aujourd'hui, on a pas mal d'outils de collecte, mais je dis l'avancée qu'on va pouvoir faire, c'est sur l'analyse de ces données et ce qu'on va pouvoir faire. Là, il y a des véritables avancées et j'espère qu'effectivement que dans la ville de demain, toutes ces données-là, on va pouvoir y accéder et de manière simple, abordable et qu'on peut faire quelque chose avec ça. Sur la question, mais Jawad va en parler, sur les questions d'énergie, sur un certain nombre de choses, mais je dirais que l'une des questions qu'on a, c'est sur les questions de l'énergie, aller chasser l'énergie un peu partout. Il y en a plein autour de nous, qu'on n'utilise pas. Donc c'est la question comment aller les chasser, comment pouvoir les utiliser, comment les réinjecter dans notre système. Tout ça, c'est aussi des éléments qui sont vraiment importants. La question du citoyen, c'est là où je veux vraiment mettre l'accent, parce qu'il ne suffit pas de mettre des centaines de milliers de capteurs, ça ne suffit pas. C'est le citoyen, comment le citoyen va être associé, comment il va, à travers ces informations, améliorer sa connaissance, son rôle. Donc je dirais que c'est là où on s'attend à avoir un citoyen qui est beaucoup plus proactif et il a un véritable rôle dans sa ville à travers le partage des informations, à travers aussi toutes les remontées d'informations que lui-même, il va nous être acteur. Voilà un peu les différents éléments, mais je pourrai revenir tout à l'heure, après Jawad éventuellement là-dessus. Merci Sam. Donc moi je vais vous parler de la ville du futur et de l'énergie. Enfin, en 2030, peut-être, enfin, on comprendra enfin ce que c'est l'énergie. Que tout tourne autour de l'énergie et on l'oublie souvent. On pense que l'énergie, c'est que quelque chose qu'on utilise de temps en temps, quand on va prendre une voiture ou quand on va s'éclairer. Et on oublie que dès lors, à partir du moment où on va se nourrir, la première fonction de la nourriture, c'est de prendre de l'énergie. Lorsqu'on va transférer les datas d'un point à un autre, c'est de l'énergie. Et chaque action, quelle qu'elle soit, de votre naissance jusqu'à votre disparition, chaque seconde, vous allez mobiliser de l'énergie pour faire des choses, pour vivre, pour vous déplacer, pour vous chauffer, etc. Et donc, l'homme, depuis, il a mis beaucoup de temps pour apprivoiser cette notion de l'énergie, et aujourd'hui, c'est pas encore évident. Et le jour où on va comprendre cette notion, là, on va aller un peu plus loin. Alors, comment ça va être pour le futur? Ça veut dire, enfin, on va utiliser l'énergie de manière rationnelle, non pas en faisant comme on faisait nos ancêtres. Je vais prendre un exemple qui est concret, que tout le monde connaît. Lorsqu'on va cuire la nourriture, on va la mettre dans le four. Rien de plus naturel que de prendre de la viande pour faire un rôti. Ça paraît simple. Et alors, quand on regarde cette action aujourd'hui,
c'est quelque chose qui est extrêmement consommateur d'énergie. D'ailleurs, dans les maisons, l'un des problèmes, c'est comment faire pour ramener de l'énergie pour le four. Autrement, on peut se passer de la haute puissance. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'énergie, on va chauffer le four jusqu'à une température très élevée et qui va chauffer tout ce qu'il y a autour pour aller venir chauffer quelque chose qui est très petit. Et à la fin, si on regarde l'énergie qu'on a été utilisée réellement pour cuire ce rôti, il doit représenter probablement moins de quelques pourcents. Donc on voit bien que le jour où les gens comprendront que l'énergie, la manière comment on va l'utiliser, comment on va l'apporter, on va faire un grand pas. Donc le four, on n'a pas encore attaqué cette problématique de four. Pourquoi je parle du four? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est fait, c'est pour utiliser les énergies vertes. L'un des problèmes des énergies vertes, c'est quoi? C'est la non-capacité de fournir beaucoup de puissance en un temps très court. Lorsque vous allumez votre four, lorsque vous mettez en route votre machine à laver, votre sèche-linge, c'est là où on a les problèmes. Donc demain, il y arrivera, c'est bientôt, ça va venir dans la ville du futur. Mais on n'aura pas besoin d'aussi de puissance. Et on aura pris le temps de réfléchir sur la manière de cuire scientifiquement, technologiquement un steak, tant en lui donnant le meilleur goût, sans le brûler bien sûr, et en maîtrisant la cuisson, et on aura consommé beaucoup moins d'énergie. Donc dans la maison de 2030, on risque d'être totalement déconnecté par rapport à l'extérieur. Ça veut dire notre consommation ou notre besoin en puissance, parce que souvent on va confondre consommation et puissance. On peut avoir beaucoup de puissance installée et consommer peu, et on peut avoir peu de puissance installée et consommer beaucoup. Donc ce qui va se passer, c'est que dans votre maison, vous allez avoir une autonomie. Les capteurs qui sont sur le toit vont suffire pour vous alimenter totalement. Et on n'a plus besoin de se connecter à des réseaux lointains. Et de ce fait, on va faire beaucoup d'économies. Ça, c'est la première chose. Dans la maison. Maintenant, dehors, dans la rue, c'est la même chose. Aujourd'hui, on est passé d'une situation où on va éclairer les rues toute la nuit à une situation où on n'éclaire plus rien. Donc on est passé. Donc maintenant, on est obligé de se déplacer sans voir. Le futur, c'est qu'il y a une solution intermédiaire qui va nous permettre d'utiliser, au lieu de mettre beaucoup de puissance pour éclairer tout pour que je puisse voir, je vais avoir des lunettes qui sont capables d'amplifier l'image et je vais avoir l'image sur mes lunettes qui vont me permettre, sans lumière, je vais voir très clair. Et donc à ce moment-là, la consommation en énergie devient très faible. Après, il restera le problème du chauffage ou de refroidissement. C'est la même chose. Alors aujourd'hui, lorsqu'on se chauffe, généralement, on va perdre quasi la totalité vers l'extérieur. Donc tout va être fait pour récupérer, comme il a dit Sam tout à l'heure, on va récupérer l'énergie bien sûr en isolant. Et surtout quelque chose qu'on néglige totalement aujourd'hui, c'est l'air renouvelé. Il se trouve que pour pouvoir vivre, on est obligé de respirer. Ça, que ça soit en 1930 ou en 1930 ou 2030 ou 3030, l'homme il sera obligé de respirer parce que il n'y a pas moyen, parce qu'il faut mobiliser de l'énergie, et pour mobiliser de l'énergie intérieure, il faut de l'oxygène, et donc il faut respirer. Donc, la problématique de demain à traiter, c'est traiter le renouvellement d'air. Ici, l'air qui est renouvelé qu'on respire, on va jeter son énergie. Donc demain, on va la récupérer. Ça, je vous le promets. Après, maintenant, on va arriver à l'usine. À l'usine. Ah, l'usine. J'ai visité beaucoup d'usines. Quel que soit ce qu'on va faire, à chaque fois, on va utiliser l'énergie. On va chauffer, on va presser, on va refroidir, on va sécher. Et tout le temps. Et donc, souvent, à chaque opération, on va consommer de l'énergie. Aujourd'hui, prenons le papier. Quand on fait le papier, ce qu'on va faire, généralement, on va le sécher. Donc on va mettre de l'eau, on va mettre des choses, il est mouillé, il faut le sécher. Pour le sécher, qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'énergie. Et après, on va évaporer l'eau pour le sécher. Demain,
tout ça va revenir à un recyclage de l'énergie. Il y a quelque chose que tout le monde connaît qui va se produire en 1930, et c'est dit autrement par d'autres, c'est que l'énergie, c'est la seule chose où on va la récupérer. L'énergie, on va la recycler. Pourquoi on va dire recycler? Parce que on récupère tant qu'on prend un peu. On recycle quand on prend à la hauteur de nos besoins. C'est pas la même chose. Donc je vous l'annonce aujourd'hui, on est rentré dans la phase de recyclage et en 2030, on sera déjà dans le recyclage d'énergie. Alors après, il reste le transport. Là, le problème de transport, il reste entier. Alors on a deux solutions. Soit on supprime la voiture, on prend tous le transport en commun, on marche, soit on trouve une solution. La solution, on risque de la trouver. Comment? Parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on fait? C'est un cycle. Si on continue à prendre du pétrole, on le brûle et on le laisse filer, bien sûr, c'est la fin de tout. Mais si tout le pétrole que je veux brûler, je suis capable de récupérer le CO2 que j'ai utilisé et j'en fais en sorte de faire de la biomasse qui va me donner de nouveaux pétroles que je remets dans ma voiture, là j'ai gagné. Alors souvent, on parle du réchauffement climatique et c'est vrai qu'il fait peur, mais en réalité, quand on réfléchit bien, quand on regarde ce que le soleil nous envoie chaque jour, le soleil, ce qu'on voit sur la planète, c'est 4000 fois la puissance que la planète consomme chaque jour. C'est juste, on capte rien, on laisse tout filer. La planète, avec l'énergie qui vient du soleil, qu'est-ce qu'il fait? C'est elle qui va faire la photosynthèse, qui va faire des arbres, qui vont faire du bois, qu'on va chauffer. Le jour, donc en 2030, on saura essayer d'imiter un peu mieux ce qui fait la Terre. Et ce jour-là, ça veut dire que le CO2 qu'on produit pour se déplacer, on le capte et on rentre dans une zone d'équilibre où on ne va pas produire la fin de la planète. Donc voilà rapidement ce que j'imagine en 2030. Alors tout ça demande deux choses importantes qu'on a vues, c'est d'une part de la formation et d'autre part de l'information. La formation, ça veut dire aussi que les métiers vont changer, fondamentalement vont changer. Je vous parlais tout à l'heure de mairie, je jouais le rôle d'un directeur général des services. Il faut savoir que très rapidement, on va voir une transformation des métiers dans les mairies, dans les municipalités, dans la plupart des domaines, avec une formation permanente aux nouvelles technologies, aux nouveaux usages et à la nouvelle manière de gérer la ville. C'est ce qu'on appelle à terme la gouvernance transversale, car on a ce qu'on appelle des externalités positives et négatives pour toute action que l'on peut voir, que ce soit en matière d'énergie, que ce soit en matière de reconstruction de la ville sur la ville, que ce soit en matière de, de transformation sociétale. Tout ça implique que tout un tas de secteurs soient concernés à des degrés plus ou moins importants, mais aient leur mot à dire. Jusqu'à présent, c'est l'éternel problème connu notamment en matière de la voirie, on va creuser 30 fois de suite au même endroit pour à chaque fois répondre à un besoin précis sur un réseau, le réseau d'eau, sur le réseau d'électricité, sur le réseau télécom, sur le réseau de gaz. À terme, très rapidement, ce qu'on est en train de voir se produire, c'est que dès qu'on a un impact potentiel sur d'autres secteurs dans le cadre de la municipalité, dans le cadre de l'urbanisme, dans le cadre des services, dans le cadre de la communication, dans le cadre, du confort de vie, du bien-être ou de la démocratie locale, tous ces secteurs vont être impliqués en même temps à des degrés plus ou moins importants, mais auront leur mot à dire pour trouver la meilleure solution, la meilleure pratique pour pouvoir mettre ça en place. En plus de ça, ça ne va pas se faire uniquement sur une ville. On est en train de parler de la ville en tant que
unité, entité. Non, on est d'ores et déjà sur des systèmes de réseau de villes, que ce soit en matière d'énergie, puisqu'on a des associations assez importantes au niveau européen qui échangent leurs meilleures pratiques dans ce domaine, mais ça peut être également en matière de fermes urbaines, ça peut être également en matière justement de démocratie, de smart tourisme, de tous ces différents domaines. Les mairies, car les villes sont en train de reprendre le pouvoir sur les territoires et surtout sur les gouvernements nationaux, les mairies, les villes vont être à même de coopérer les unes avec les autres et de s'épauler pour trouver les meilleures pratiques et pour faire avancer, améliorer effectivement ces pratiques et les partager avec leurs citoyens qui, et on le constate tous les jours, moi je parle là en tant que journaliste, on constate tous les jours que des initiatives citoyennes qui remplacent les comités de quartier qui sont complètement morts maintenant, mais qui ont des initiatives tout à fait probantes grâce notamment à l'utilisation du numérique, font qu'il y a une réappropriation de la ville par le citoyen. Et c'est ça qui est extraordinaire. Un petit commentaire, je pense que sur la question de visualisation. Effectivement, c'est un sujet qui est très important. On sait bien qu'avec la technologie, on va pouvoir voir ce qu'on ne voit pas. Effectivement, on regarde dans le sous-sol. Grâce à la technologie, on peut voir ce qu'il y a. Je regarde dans l'air, il y a des particules. Je ne les vois pas, mais je peux les voir grâce à la technologie. Je regarde Jawad, je vois Jawad, mais je peux collecter beaucoup d'informations sur Jawad et le voir peut-être autrement. Ça, c'est aussi, on est dans donc dire qu'on va pouvoir accéder à cette question de réalité augmentée, à beaucoup d'informations et pouvoir les partager et en profiter. Mais il y a autre chose, dire qu'on sait bien qu'il y a la réalité virtuelle, le rêve. Et c'est le moment où on est le plus créatif. Et l'une des questions que se pose, est-ce qu'on peut faire converger le monde virtuel avec le monde réel? Et là, si on arrive à faire converger ça, c'est extraordinaire. Parce que c'est là où on est le plus créatif, c'est là où on peut le plus progresser, et encore plus, est-ce qu'on peut faire partager notre monde virtuel? Si on arrive à partager notre monde virtuel, c'est encore beaucoup plus intéressant. Et je suis convaincu que dans le futur, 10 ou 15 ans, il va y avoir des véritables avancées dans le domaine. Donc, je crois beaucoup dans l'amélioration de la créativité, parce qu'avec tous ces outils-là, on va être beaucoup plus créatif au niveau de la ville, au niveau de ce qu'on fait. C'est ce qu'on pourrait appeler l'effet Star Trek. Hein. Donc on s'aperçoit en fait que ce qu'imagine l'humain, même en termes de science-fiction et ainsi de suite, se réalise à court, à moyen ou à long terme. On nous a parlé de téléporteurs, c'était vraiment le beam me up Stocky. On est d'ores et déjà capable de téléporter des ensembles de molécules. D'ici quelques années, on arrivera à téléporter des objets, tout au moins à les désintégrer et à les reporter quelque part. On voit dans plein d'autres domaines qu'effectivement des produits qu'on voyait dans des films de science-fiction, comme par exemple la simple tablette qui équipe quasiment tout le monde de nos jours, a été finalement réalisée. Donc généralement ce qu'imagine l'humain, il le fait. Est-ce pour le mieux, est-ce pour le pire, ça c'est difficile à dire. Mais on sent qu'au niveau de la ville, pour parodier, on pourrait dire « ma ville, c'est ma vie ». C'est-à-dire que la ville devient une extension de l'homme, est un moyen d'une part de considérer l'extérieur et peut-être d'avoir un meilleur rapport à l'autre. On a peu abordé les problèmes sociétaux, mais c'est quand même très important, surtout en sachant qu'à horizon 2030, nous serons 70% de la population en ville. 70%. En sachant que nous aurons doublé notre nombre d'habitants sur cette planète. C'est donc énorme, en ayant les problèmes également d'intégration, de réfugiés, d'approche multiculturelle. Donc il est très important que justement cette notion de, à la fois de partage, de coexistence, de co-créativité, de co-création de la ville, de co-rénovation de la ville, soit bien intégrée, et c'est fort heureusement de plus en plus le cas. Tout à fait. On passe aux questions. Je vais parler juste de l'énergie quand même. Oui, d'accord. Il parle de téléportation, on parle de beaucoup de choses. Souvent, l'énergie, on
on la sous-estime, on la méconnaît. Parce que, en fait, juste pour bien comprendre, si on veut téléporter une molécule, ça veut dire qu'il y a 2 ou 3 ou 4 ou 10 atomes. Si on veut téléporter un objet, là, on va parler d'un certain nombre très grand, des milliards de milliards d'atomes ou de molécules qu'on doit défaire et défaire. C'est un peu loin encore aujourd'hui parce que la problématique, c'est la manière de défaire et de maintenir, quand on défait une association moléculaire en atomes, pour la constituer, c'est là où réside le secret. Alors de là à transporter le vivant, là déjà c'est compliqué, on n'y est pas encore. Et souvent, ce qui caractérise souvent le vivant par rapport au non-vivant, parce que c'est vrai, quand on me voit comme ça, moi je suis vivant, on voit la table, il est inerte. On peut dire qu'on est très différents. Moi, je vous avoue, pas du tout. Moi, je suis constitué de molécules et d'atomes qui vont constituer mes cellules vont constituer mes tissus vont constituer mes organes, et mes organes constitueront mon corps. Et là, j'arrive à vous parler comme ça. La table, pareil, il y a un nombre important de molécules et de diversité de molécules. Et pourtant, et c'est pas. Alors la différence, souvent on va se dire, ah mais quelle est la différence? La seule différence, c'est que moi, mon corps sait gérer le transfert d'énergie. C'est la gestion et le transfert d'énergie à tous les niveaux, au niveau du corps, au niveau des organes, des tissus, etc. Et c'est que cette gestion d'énergie qui me différencie fortement de tous ces objets. D'accord? Et donc on voit bien que la notion d'énergie reste à maîtriser et n'est pas encore comprise. Souvent, on pense la connaître. Mais étant donné que tout est fait d'énergie, de la plus petite particule jusqu'à la plus grosse montagne, jusqu'à la Terre c'est l'association énergétique d'un ensemble de molécules. Donc c'est l'énergie qui est stockée. Donc voilà le commentaire par rapport à l'énergie. Des questions par rapport à la ville du futur? Non, aucune. Eh bien, en tous les cas, merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.